L'affaire de Bruay-en-Artois est très certainement l'affaire judiciaire la plus médiatisée de l'histoire de France devant l'affaire Dreyfus. Et pourtant, qui aujourd'hui s'en souvient? Pascal Cauchy est historien et professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris et il a étudié ce dossier pendant des années. Mais là où nombre de journalistes se sont limités à une lecture judiciaire et policière de ce fait divers, Pascal Cauchy y voit lui quelque chose de beaucoup plus profond et surtout de révélateur d'un tournant décisif dans l'histoire de la gauche contemporaine. La clé de voûte d'un tournant politique majeur au sein de l'histoire de la gauche, mais aussi au sein du journalisme français, avec la naissance d'une nouvelle façon de se livrer au travail journalistique qui perdure encore, malheureusement, de nos jours. Je vous souhaite un excellent épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bien, l'affaire de Bruay-en-Artois, en moins de 10 jours, va devenir l'affaire la plus médiatisée de l'histoire de France contemporaine. Et elle l'est encore. Et elle l'est encore. Tout est là, personnages, décors, intrigues, pour faire de cette affaire quelque chose de terriblement emblématique d'un monde qui est né au XIXe siècle, mais qui va s'effacer. C'est un fiasco judiciaire considérable. Le fait divers va devenir désormais la substance qui doit alimenter l'indignation et la révolution, mais par une pédagogie particulière, par un traitement médiatique particulier. Et donc progressivement, on le voit dans les années 70, comment cette extrême gauche, finalement, abandonne l'idée majoritaire au profit de l'addition de causes minoritaires. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pas Content avec Tabibian. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Cauchy. Bonjour. Bonjour Greg. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, est-ce qu'avant qu'on aborde et qu'on présente le sujet, tu pourrais te présenter un petit peu? Je suis donc, alors Pascal Cauchy, je suis maître de conférence à Sciences Po Paris, où j'enseigne depuis maintenant très longtemps, puisque j'arrive à un âge où on parle beaucoup de la retraite actuellement, et donc je commence déjà à remplir mes papiers. Bref, voilà, je suis enseignant, je suis aussi chercheur, et j'ai travaillé notamment, plus particulièrement sur l'histoire politique des années 60-70. D'accord. Et tu enseignes quelle matière? Histoire politique contemporaine. Histoire politique contemporaine. Ok, et ben c'est justement d'histoire politique contemporaine, si je puis dire, ça rentre dans le contemporain, ouais, dont on va parler ce soir, parce qu'on va parler d'une histoire judiciaire, d'une histoire policière, quelque chose qu'on a rarement fait ici, mais vous inquiétez pas, la connexion avec la politique va se faire. Pour ceux qui vont voir le titre, vous l'aurez déjà vu. On va parler dans un premier temps un petit peu de cette affaire, de ce fait divers tragique qu'on va découvrir tous ensemble. J'ai vraiment voulu jouer le jeu, pour le coup, je le dis honnêtement, du spectateur et d'apprendre cette histoire. Et puis on va glisser de cette histoire policière à une histoire politique, puisque pour toi, eh ben, cette tragédie marque quelque chose, un tournant idéologique dans l'histoire de la gauche. Alors, est-ce que justement tu pourrais nous résumer un peu cette affaire? Qu'est-ce que c'est cette affaire de Bruay-en-Artois, juste du point de vue historique? Qu'est-ce que c'était? Quand c'était? En quoi ça consistait? Là, on est à l'école. Alors, cela commence le 5 avril 1972, sur un terrain vague. Nous sommes dans le Nord, dans le Pas-de-Calais plus exactement, Bruay-en-Artois. Bruay-en-Artois, c'est une des principales villes minières du nord de la France. C'est une ville faite de corons, avec son paysage encore très classique, presque image d'Épinal, le terril, le chevalet, les murs de briques. On salue notre ami Daniel Guichard. Absolument. Le 5 avril, des enfants jouent sur un terrain vague, derrière les corons. Ce sont les vacances de Pâques. Ils jouent au football, sport très privilégié, nous ne sommes pas très loin de Lens. Et à un moment donné, ils découvrent le corps inanimé d'une jeune fille. Son frère, il a fait tomber le ballon et il est venu me voir, il m'a dit, il y a une femme toute nue. Quand je l'ai vue toute nue, morte, j'appelle la police. J'ai vu l'enquête, tout le monde le même jour, tout le monde était sur le terrain, alors tous étaient piscinés, les indices. Même le chien, il est revenu 8 jours après, c'était trop tard déjà. Hein. Très vite, on la reconnaît, elle s'appelle Brigitte Devèvre, elle a 15 ans, son père est appelé, c'est un habitant des Corons, il est mineur lui-même, et il reconnaît immédiatement sa fille. Immédiatement, une enquête de police se met en place, assez classique, assez traditionnelle, sauf qu'à l'époque, évidemment, il n'y a pas de police scientifique. J'ai envie de dire, les procédures d'enquête sont quand même assez aléatoires. Assez rapidement, l'enquête de voisinage amène la police à s'interroger sur un personnage qui est le notaire
principal de Bruay-en-Artois, qui s'appelle Pierre Leroy. Alors pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que lors de l'enquête, des voisins avaient remarqué la veille une 504 blanche, immatriculée dans le Pas-de-Calais, et cette 504 n'avait pas pour habitude de se garer dans une des rues avoisinantes. Donc on va chercher tout simplement à qui appartient cette voiture, et on s'aperçoit qu'elle appartient à maître Pierre Leroy. Alors tout de suite, chose tout à fait classique, les enquêteurs interrogent Pierre Leroy, qui a pu être témoin peut-être de ce qui est déjà devenu un crime à Bruay. Est-ce que juste cette affaire, à ce moment-là, est médiatisée ? Pas du tout. Nous sommes là encore le 5-6. D'accord. Mais les choses vont devenir beaucoup plus compliquées quand le notaire va être dans l'impossibilité de préciser son emploi du temps à ce moment-là. Et à partir de là, les localiers, ceux de la Voie du Nord, Nord-Matin, etc., vont commencer à s'intéresser à l'affaire, d'autant plus qu'il y a eu d'autres crimes de jeunes filles dans la région. Ah. Donc on connaît un peu le phénomène médiatique classique, crime, ce qu'on appellera beaucoup plus tard les crimes en série. Mais nous n'en sommes pas encore à l'emballement médiatique. Sauf que Pierre Leroy, qui est un notable, essaie de protéger en réalité tout simplement sa compagne, qui se trouve être tout à fait voisine, qui est une dame qui habite à côté des corons, à côté du terrain vague. Son père était marchand de meubles. Elle habite une belle maison blanche, juste à côté des corons. On voit tout de suite le contraste qui peut en être fait. Et tout simplement, cette dame est encore mariée. Donc on voit finalement un peu une sorte Il rendait visite à sa maîtresse. Il rendait visite à sa maîtresse. Mais nous sommes en 1972, les choses ne sont peut-être pas aussi simples, même si cette personne est déjà séparée de son mari libraire à l'époque. Donc, j'ai envie de dire par pudeur et par discrétion, Pierre Leroy se met dans une situation bien compliquée à l'égard de la police. Et cela va s'aggraver quand le juge d'instruction qui était nommé, qui était permanent ce jour-là, qui se trouve à Béthune, est convoqué, Henri Pascal, qui va interroger Pierre Leroy, et à ce moment-là, Henri Pascal va se persuader assez vite par les contradictions du notaire, notamment sur son emploi du temps, qu'il est susceptible, sinon d'avoir assisté, peut-être pas participé au crime, bref, il va l'inculper. Un notaire inculpé du meurtre d'une jeune fille, fille de mineur, je dirais que là on a déjà tous les ingrédients d'une affaire tout à fait particulière. Tellement particulière à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle la Macronie. Complètement. À l'époque, c'est plus qu'un fait divers. Oui. On commence déjà à toucher au fait social. Et d'ailleurs, la presse ne s'y trompe pas. Très vite, Bruay-en-Artois va être transformé en, ce qu'on disait à l'époque, véritablement une étape du Tour de France. On va voir arriver toutes les voitures de RTL, Europe 1, France Inter. Les chaînes de télévision, elles ne sont que 2 à l'époque. Il y a une 3e qui va naître. Mais donc du coup, l'affaire de Bruay-en-Artois, si on ajoute à cela l'énorme masse de la presse papier de l'époque, dont on n'a plus idée aujourd'hui, le nombre de titres de journaux est considérable, eh bien l'affaire de Bruay-en-Artois, en moins de 10 jours, va devenir l'affaire la plus médiatisée de l'histoire de France contemporaine. Et elle l'est encore. Et elle l'est encore. C'est-à-dire que il y a eu une sociologue a fait un beau travail, Claire Secaille a fait un beau travail, notamment sur les émissions de télévision et les occurrences dans la presse papier. Elle dépasse des affaires comme l'affaire Grégory, comme les autres affaires que l'on a pu connaître ultérieurement. Sur un temps très court, très resserré, certes, mais cela devient devenir une véritable affaire nationale. C'est-à-dire qu'on a dépassé le cadre du simple fait divers local. Désormais, c'est une affaire au même titre. Et j'ose le mot, puisque ce n'est pas de moi, c'est un autre historien qui s'appelle Bernard de Rose, une affaire Dreyfus. Pourquoi une affaire Dreyfus ? C'est parce que justement on est passé dans un fait du fait divers au fait social. Le notable, par la position sociale. Absolument. Le notable qui a tué une fille de prolétaire, et pas n'importe quel prolétaire, un mineur, l'aristocratie du monde ouvrier. Et avec ensuite un feuilleton judiciaire, alors là pour le coup franchement invraisemblable. Le brave juge Pascal, ce n'est pas lui faire injure que de dire qu'il a mené une instruction de façon un peu rapide. Pourquoi ? Enfin, justement, c'est genre vu l'emballement médiatique, c'est le truc à pas rater, quoi. C'est le jugement à pas rater. Je pense que, hélas, c'est justement l'emballement médiatique qui a fait de lui, en quelque sorte, quelqu'un d'extrêmement vulnérable face à la pression qui était sur lui. Il faut imaginer Béthune, le palais de justice est envahi tous les jours, tous les soirs. Quand il sort, il y a une meute de journalistes qui l'attendent. Et donc, il ne dit rien, il respecte le secret de l'instruction, avec en plus lui-même une conviction, il aimerait bien dire les choses. Et il dit d'ailleurs, de façon un peu naïve, aux journalistes qui l'interrogent, je sais des choses, mais je vous dirais que je ne vous dirai rien.
parce que je n'ai pas le droit de le faire. On dirait Avec ce du type- Darmanin comme avec, phrase. avec des phrases comme cela. Alors évidemment, les journalistes, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns qui participaient à l'affaire, revenaient complètement dépités avec ce brave juge, mais qui était très sympathique, avec une faconde toute méridionale. Il venait de Provence, donc en plus avec ce petit décalage par rapport à l'accent du Nord, tout cela a donné lieu à une affaire finalement assez bâclée. Bâclée avec quand même un notaire, puis ensuite sa maîtresse, qui vont arriver en prison. Ah voilà, alors c'est deux questions que je voulais te poser. Déjà, dans l'opinion publique, quel est l'avis de la population? Est-ce qu'elle s'est fait une idée? Est-ce qu'elle a choisi un bouc émissaire et pour elle, lui ou elle ou les deux sont coupables? Et deuxièmement, quelle est la conclusion de l'enquête et du jugement? Tout à fait. Alors, déjà, l'opinion publique, elle est divisée en deux. J'ai parlé de l'affaire Dreyfus tout à l'heure. C'est bien pour cela que je dirais que l'opinion publique va être divisée entre ceux qui vont être les partisans du notaire parce que l'on considère qu'il est la victime d'un juge outrancier, d'un juge qui finalement ne fait qu'une accusation à charge, et ceux qui au contraire considèrent que le juge lui-même est un personnage militant et qu'il instruit à charge et qu'on l'empêche d'aller au-delà de la vérité dans la mesure où le notaire bénéficierait de solidarité de classe. Et donc dans cette distinction entre ces deux catégories de personnes, je suppose qu'il y a de façon nette deux mondes de classes sociales très séparées. Deux mondes très différents. Et c'est en ce sens où finalement cette affaire m'a intéressé parce qu'elle est extrêmement révélatrice aussi d'une société d'une époque, ou d'une société où encore le monde ouvrier existe, où les différences sociales sont très marquées. Et personne ne s'y est trompé, avec les photographies de Paris Match, notamment entre d'un côté la Maison Blanche, de l'autre côté les corons, avec au milieu ce terrain vague où on a retrouvé le corps de la victime. L'image est terrifiante. C'est vraiment la bourgeoisie d'un côté contre le peuple prolétaire de l'autre. Nous sommes dans les mines, tout est là. Personnages, décors, intrigues, pour faire de cette affaire quelque chose de terriblement emblématique d'un monde qui est né au XIXe siècle, mais qui va s'effacer. Et c'est peut-être aussi c'est cette affaire qui l'efface. Voilà, cette affaire, quelque part, va révéler aussi l'effacement à la fois, je dirais, de ce monde ouvrier traditionnel, de cette distinction de classe qui existe avec les notables locaux, par exemple, et également peut-être aussi les modalités politiques, à la fois de représentation ou de lutte, que nous connaissions depuis le XIXe siècle. Nous entrons dans les années 70, nous sommes encore dans les 30 glorieuses, mais il y a déjà des signes de disparition de l'industrie, et surtout, les deux chocs pétroliers vont, pas seulement, mais vont accentuer cette désindustrialisation, cette recomposition de la société française. Henri Mindras, sociologue, a parlé d'ailleurs des années 70-80, de seconde révolution française. C'est pas pour rien, c'est-à-dire que nous sommes véritablement en train de changer véritablement de monde. Et l'affaire de Brujon-Artois, modestement bien entendu, est révélatrice peut-être de cette modification, de cette transformation. Alors si on va aborder ça dans une deuxième partie, cet aspect politique, juste sur l'aspect judiciaire. Oui. Donc, et la conclusion donc, des juges, c'est la culpabilité des deux. Alors, le juge, Pascal, il l'a toujours dit, il l'a écrit, il l'a rappelé dans des entretiens ultérieurs, était convaincu de la culpabilité du notaire et de la complicité de sa maîtresse. Mais c'était le cas, du coup, c'est une erreur judiciaire. Bon. Ou on ne sait pas. Deux choses. D'une part, le juge a été dessaisi. Parce que, fondamentalement, son affaire n'était pas au niveau. Évidemment, ce dessaisissement a été pris pour une grande majorité de l'opinion publique, comme la preuve d'une complicité, encore une fois, entre les magistrats procureurs, les notables du coin, etc. Bon. Il y avait déjà des complotistes dans les années 70. Déjà des complotistes, absolument. Et une deuxième enquête va être lancée. Il y aura une procédure d'appel. Bref, pour aller vite, nous arrivons au mois de juillet, le notaire quitte la prison et sa maîtresse quelques jours plus tard. Non-lieu. La procédure aboutit à un non-lieu. C'est un fiasco judiciaire considérable. L'enquête va être reprise, car il y a quand même meurtre, il faut quand même savoir qui est le coupable. Et là, l'enquête va être confiée à la PJ de Paris. Chose tout à fait inhabituelle d'ailleurs dans la procédure d'enquête. Et la PJ de Paris... Parce qu'ils sont plus compétents, parce qu'ils ont plus de matériel, c'est ça ? Et surtout, ils veulent, et ça c'est une volonté du garde des Sceaux, prendre une certaine distance face à la passion locale et à l'émotionnel du coin. Se dégager justement de cette emprise locale qui faisait que tout d'un coup, finalement, les moindres gestes d'un policier ou d'un juge étaient observés, critiqués et donnaient lieu même à des manifestations. Donc, sous une sorte de précaution, une prudence vis-à-vis de l'opinion publique, l'enquête reprend. Elle aboutit à un moment donné à la mise en accusation d'un jeune voisin de la petite Brigitte. Et là aussi, cela donnera lieu à
à des prises de parole, notamment dans certains journaux de gauche, en disant, vous voyez, on va aller chercher le fils de mineur, là encore. Qui là, pour le coup, lui, est un prolo. Qui est un prolétaire, et donc celui-là c'est un coupable quasiment idéal. Procès, huis clos, puisque c'est de la justice des mineurs, et là encore, il y aura non-lieu, et la personne qui vit encore aujourd'hui, évidemment, totalement disculpée. Alors, la question qui reste posée, qui a tué Brigitte ? On n'a pas la réponse. Alors, nous n'avons pas la réponse, pour une raison, et on ne peut plus l'avoir, pour une raison simple. J'ai rencontré, il y a quelque temps, un officier de police judiciaire à la retraite qui a repris l'enquête et qui a des soupçons très forts. Il a écrit un livre d'ailleurs dessus, donc de façon très factuelle, sur une personne du voisinage de Brunet-Artois qui a quitté la région depuis, mais tout simplement, on ne le saura jamais parce qu'il y a prescription de l'affaire. Donc on ne peut plus, désormais, lever le voile sur le meurtre de Brigitte Devèvre. L'enquête sera relancée à plusieurs reprises. Les parents vont tenter à plusieurs reprises, jusqu'en 2001-2002, je crois, d'essayer de savoir qui avait finalement assassiné leur fille. Eh bien, on ne le saura jamais, parce que, encore une fois, la loi française a baissé la barrière et l'affaire est prescrite. Donc nous ne le saurons jamais, mais bon, juste pour vous le dire, un officier de police judiciaire a des présomptions très fortes sur une... Que tu trouves toi crédible ? Que je trouve crédible. Pour avoir essayé d'avoir beaucoup lu sur cette affaire, oui, pour dire les choses, meurtre de voisinage, accident, mauvaise rencontre, voilà. On n'ira pas plus loin. Ça se joue parfois à pas grand-chose, une enquête. Une séance de dédicace, par exemple. Il y a 1 an, Daniel Bourdon signe un premier livre sur l'affaire de Bruay en Artois quand un homme s'avance vers lui et chuchote « Moi, je sais qui est l'assassin ». Alors l'ancien flic y retourne, dans ses corons, où le corps de Brigitte Devèvre fut retrouvé en 1972. C'est pas des nouveaux témoignages, c'est que les gens avaient des choses, parfois des petites choses, qui pensaient ne pas être importantes, mais qui remises en scène et remises en recoupement, en vérification, donnent une grande réponse. Daniel Bourdon en est presque sûr, il a trouvé le meurtrier toujours vivant. Sauf qu'en raison du délai de prescription, il lui est impossible de révéler son identité. Son profil, il est Monsieur Tout-le-Monde, qu'il est passé à travers l'enquête et à travers l'interpellation qu'il aurait pu, parce que voilà, c'est un Monsieur Tout-le-Monde et qu'il est complètement extérieur à l'histoire elle-même, qui a été liée, tout ce qui a été dit autour de l'histoire, la bourgeoisie, les soirées fines, etc. Il est extérieur de tout ça. Il ne manque plus qu'une chose à Daniel Bourdon, rencontrer l'assassin présumé. Il a son identité, son adresse, il attend juste une invitation. Comment est-ce que ce fait divers, qui serait banal aujourd'hui, mais qui est énorme pour la société de l'époque, tu en arrives à le qualifier de seconde affaire Dreyfus ? Comment est-ce qu'une telle affaire a eu un impact ? Et après, on verra quel a été cet impact sur le monde politique en général, mais pour toi, spécifiquement la gauche française. Il y a quelque chose qui se passe et qui va transformer la gauche. Alors, tout à fait. Seconde affaire Dreyfus, d'abord parce que l'opinion publique sera vraiment divisée en France. On n'en a plus souvenir aujourd'hui, encore que de temps en temps, il y a des émissions de radio sur l'affaire de Brunet-Artois qui ont toujours beaucoup de succès. Et cette question du fameux petit juge, l'expression date de là. Ah oui ? Le petit juge, c'était le juge Pascal. Et le notable, le notaire, vous voyez, c'est presque les mêmes initiales, c'est presque le même vocable. Quand j'évoque l'affaire de Brunet-Artois à des personnes qui ont mon âge ou plus âgées, à Bruay, ah oui, le petit juge et le notaire. Donc c'est resté fondamentalement dans les consciences de façon latente. Interrogez autour de vous et vous verrez, la réponse est toujours la même. Donc il y a eu... L'opinion publique était vraiment fracturée. Il y avait les partisans du notaire et les partisans du juge, pour des raisons politiques. Et encore une fois, nous sommes dans la logique de la lutte de classe. Alors, l'autre élément, c'est parce que, je pense, c'est une des hypothèses que j'émets, pourquoi cette affaire est devenue aussi emblématique alors qu'il y en a eu d'autres. C'est parce que justement, c'est dans les mines. C'est parce que nous sommes dans une société qui, étant dans un processus de désindustrialisation, depuis la fin des années 60, mais on ne l'a pas encore admis. Or, si l'on regarde bien la chronologie, on s'aperçoit que Bruay, qui a été d'ailleurs à un moment donné, les mines de Bruay ont constitué la principale source de charbon
les premiers puits, en quelque sorte, dans les années 1920-1930. On l'a complètement oublié. C'est une ville en pleine expansion, aujourd'hui, qui connaît Bruay-la-Buissière, puisque c'est son nouveau nom aujourd'hui. Nous sommes dans le lieu principal où l'effort de la reconstruction a été donné, a été confié aux mineurs, confère notamment le discours de Maurice Thorez pour la reconstruction se passe à côté de Bruay-en-Artois. Charles de Gaulle, quand il revient au pouvoir en 1958, enfant du Nord lui aussi, comme Maurice Thorez. Quel est le premier voyage qu'il fait en province? Il fait à Bruay-en-Artois et il descend dans les mines. Donc ça vous montre toute l'importance, jusqu'en 1962, la grande grève des mineurs. Quasiment comme Toulon avec les bateaux, quoi. Exactement. Or, la production charbonnière va décliner. On ne l'a pas encore dit, mais 1972, pratiquement au moment où se passe l'affaire de Bruay-en-Artois, Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, est à Dunkerque, où il dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons restructurer ». Merci, les mots commencent à naître. Nous allons restructurer notre industrie autour de nouvelles zones. Le port de Dunkerque est prometteur de plein d'espoir. On n'a pas encore dit que nous allions désindustrialiser, mais déjà on est en train d'anticiper une autre industrie. Deux choses là-dessus. En réalité, depuis le milieu des années 60, les trois industries sur lesquelles ont été fondées la révolution industrielle, à savoir le charbon, l'acier et le textile, sont en déclin. Et ça, les ouvriers le savent, parce que déjà on recrute moins, on ne recrute plus, on ferme des fosses. Déjà même dans les usines textiles, on commence à limiter la production. Le textile, c'est plus au nord. Et la Syrie, la Sambre, la Lorraine, on commence déjà à en parler. Là aussi, il y a une concurrence internationale. Donc ce n'est pas encore complètement déclamé en quelque sorte, mais ça y est, ceux qui sont concernés savent d'ores et déjà, le sentent, ils le vivent. Ils le vivent au quotidien. Il y a déjà on est en train de réduire la voilure de ces grandes industries qui ont fait finalement la prospérité de ce pays, sur lequel ont été fondées aussi cette notion de progrès tellement particulière du 19e et du 20e siècle aussi. Et évidemment, nous avons des industries de substitution. On crée des usines automobiles. Douai, Renault s'installe. Donc on est encore dans cette logique où nous ne nous inquiétons pas. Une industrie va disparaître, mais une autre industrie va remplacer. Or, ce n'est pas ce qui va se passer dans les années 70, puisque les grands pans de l'industrie assez classiques vont être secoués à la fois par la crise pétrolière, les crises monétaires, puis après les phénomènes de désindustrialisation que nous connaissons. Donc je pense que, sans faire de psychologie de bazar, inconsciemment, l'affaire de Bruay a révélé quelque chose qui était en train de se passer, la désindustrialisation, la fin d'un monde. Parce qu'évidemment, quand je dis désindustrialisation, ce n'est pas simplement la disparition d'une production du charbon, c'est la fin de toute une société, d'une culture. Il faut voir Bruay-en-Artois dans les années 1930, 1940-1950, avec sa piscine, les corons, le jardin, l'idée que le mineur était aussi l'aristocratie de la classe ouvrière. Avec ce que ça représentait encore à l'époque comme un métier dur. Il y a d'autres métiers durs. Celui de marin-pêcheur n'était pas moins dangereux que le métier de mineur, mais il fallait conserver les mineurs sur place parce qu'ils avaient un savoir-faire et donc on avait pris soin de leur logement. La gratuité du charbon pour se chauffer, l'idée d'avoir un jardin pour pouvoir se nourrir. On ne faisait pas du tout la même chose avec les ouvriers du textile, qui eux étaient beaucoup plus interchangeables, il faut être clair. Donc le monde du charbon, c'est un monde très particulier. Sans parler de Zola, bien entendu, dans la littérature. Bien sûr. Donc on est véritablement dans un monde qui est en train de disparaître, avec aussi tout un passé politique. Bien sûr, il y a la résistance, les grandes grèves, 48. Rappelons-nous quand même que cette grève de 1948, certes, le Parti communiste est à la manœuvre, certes, la CGT, qui est le Parti communiste, est aussi à la manœuvre, mais Jules Mock déploie quand même la force militaire pour mettre fin à la grève. La dernière grande grève, et qui est la première grande grève de la Ve République, 1962, c'est une grève des mineurs, et ça commence où? Dans le Nord-Pas-de-Calais, et à Bruay-en-Artois en particulier. Donc c'est tout cela qu'il faut voir, et qui est en train un peu de disparaître, qui devient de plus en plus vague, et sans faire de jeu de mots, comme le terrain sur lequel on retrouvera la pauvre Brigitte. Et alors, il y a un saisissement politique de cette affaire, c'est ça, qui se passe comment? Est-ce que ce sont les partis? Est-ce que ce sont les journaux? À savoir qu'un journal comme Libération n'existe pas à l'époque, par exemple. Alors, j'ai parlé de la métamorphose, finalement, parce que là, on sociale. était un peu dans le symbolique et dans l'historique. Si on est dans le politique, comment est-ce que pourquoi cette affaire est révélatrice d'une mutation profonde de la gauche qui est encore visible aujourd'hui et comment ça se passe, comment ça se fait? Alors,
D'abord, cette affaire devient politique par l'intermédiaire d'un mouvement qui est, disons-le, assez confidentiel par le nombre de personnes, mais dont on entend beaucoup parler à l'époque, dans les années 70-71, qui est un mouvement qui se qualifie de maoïste. Une jeunesse qui avait, par réflexe, coutume d'aller voir du côté des jeunesses communistes traditionnelles, s'en détache. Ah oui, c'est un peu nouveau, ok. Voilà. Elle s'en détache dans au milieu des années 60 et va donner naissance à un certain nombre de groupes que l'on qualifiera d'extrême gauche. Et c'est là que vous allez voir ressurgir et se développer, et même conquérir la rue avec l'épisode de mai 68, des mouvements trotskistes et des mouvements qui se réclament du maoïsme, d'autant plus que 1966, c'est le début de la révolution culturelle en Chine. Alors ce qui est formidable, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais finalement, on adhère plus facilement à quelque chose qu'on ne connaît pas. Le dernier voyage des Mao français à Pékin, c'est, je crois, 1967. Après, nous savons que la Chine du président Mao ferme ses frontières et il s'y passe des choses assez épouvantables. C'est intéressant d'ailleurs parce que tu dis juste, ces mouvements qu'on appellera l'extrême gauche. Mais donc le communisme à l'époque n'est pas vu comme quelque chose qu'on qualifie d'extrême gauche Non, intellectuellement. On est un peu dans pardon d'être un peu pédant, ce qu'on appelle le quadrille bipolaire du Verger, c'est-à-dire qu'il y a une gauche, une droite alors un peu à la René Raymond, pour faire vite. Ouais. D'une part, la droite classique orléaniste, ce qui donnera Giscard et le centre, et puis cette droite que René Raymond qualifiera de bonapartiste, on peut revoir ça, mais peu importe, ce sont les gaullistes. Et puis, il y a une gauche divisée en deux. Alors, il y a une gauche qui n'est pas encore socialiste, oui. puisque les socialistes vont naître officiellement en 1972. D'ailleurs, François Mitterrand devient socialiste le jour où il crée le Parti socialiste et prend la carte. Mais il y a différents partis qui se retrouvent dans une sorte de gauche modérée. On n'est pas encore dans la gauche de Michel Rocard, bien entendu. Et 25%, ou entre 15 et 20% de l'électorat, le Parti communiste. Le Parti communiste est une puissance aujourd'hui qu'on n'imagine pas. Maurice Thorez est mort, il est remplacé un temps par Valdez-Crochet, et déjà un personnage, au début des années 70, fait parler de lui, qui est Georges Marchais, qui va devenir le secrétaire général de ce parti que l'on connaît. Donc, je veux dire, la gauche est communiste. Les intellectuels, leur ligne d'horizon, c'est le marxisme-léninisme, mais selon, principalement, à quelques exceptions près, leur ligne d'horizon, c'est évidemment le Parti communiste. Ça change dans les années 60. Ça change parce que, justement, d'une part, il y a une jeunesse qui ne s'y reconnaît plus, et d'autre part, je dirais, le stalinisme est mort, et parce qu'il est mort, finalement, on cherche un autre modèle. Le modèle khrouchtchevien, brejnevien de l'Europe de l'Est. Entre-temps, il y a eu la Hongrie, Prague plus tard. Bref, le communisme traditionnel ne fait plus rêver. La grande lueur à l'Est, c'est un peu fini. Donc on réinvente en quelque sorte une forme révolutionnaire qu'on va aller chercher dans le bric-à-brac soit exotique, et la décolonisation d'ailleurs participera aussi avec ce phénomène. Un des thèmes privilégiés de cette gauche de l'époque, ce sera le Vietnam. Les comités Vietnam vont agréger différents groupes qui se reconnaissent à la fois dans la décolonisation, dans la révolution prolétarienne et dans un exotisme qui fait quand même un petit peu plus rêver que finalement les grisailles de Prague ou de Berlin-Est. Pardon, je suis un peu caricatural. Oui, mais voilà. Donc on a ce phénomène de nébuleuse. Alors, à l'époque, on parle de gauchiste. À l'époque, on préfère ce terme de gauchiste plutôt que extrême gauche qui est un peu plus postérieur. C'est intéressant, j'aurais pensé que le terme de gauchiste serait apparu justement comme une caricature plus tardive que le terme d'extrême gauche. Non, il y a par exemple Sanguinetti, qui est Alexandre, qui est un personnage assez extraordinaire, proposera pour la RTF, enfin l'ORTF, une émission sur qu'est-ce qu'un gauchiste, et qui aura un grand succès. Et alors on a un acteur qui va jouer le rôle d'un gauchiste. Alors j'ai retrouvé cette émission, c'est extraordinaire, parce qu'il est dans un café à Saint-Germain-des-Prés, il a un journal à la main, et sur le journal, on voit l'affaire de Bruay-en-Artois. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la question du pouvoir. Il y en a marre des hommes politiques, tu vois. C'est pour ça que je suis gauchiste. Il y en a marre de la politique, des hommes politiques, des types qui décident pour toi. Ce qui est intéressant, c'est la vie quotidienne, quoi. Je sais pas, moi, la vie de tous les jours. Alors, la réalité pour lui, c'est Tu prends quoi? par exemple le journal. Bon, qu'est-ce que tu vois en première page? Bon, le juge Pascal marche sur une poudrière. C'est ça la réalité? Bon, d'accord, je veux bien que c'est une réalité pour certaines personnes. Mais pour l'ensemble des gens, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'un gauchiste? Georges Marchais parle des gauchistes.
personne ne parle d'extrême gauche à l'époque parce que ça ne correspond pas encore tout à fait à quelque chose. C'est une déviance, gauchisme. Hein, Oui. Gauchisme, en quelque sorte, c'est une sorte de déviance par rapport à ce qui doit être finalement la norme, c'est-à-dire le Parti communiste Et c'est traditionnel. le terme qu'employait Laurent Henninger quand on l'a reçu lui-même. Il parlait de gauchiste. Oui, Tout à fait. effectivement. Alors, que deviennent ces gauchistes après 68 ? Nous sommes dans l'effet de souffle, ils sont toujours présents, même si beaucoup entrent dans une vie active ou ont d'autres activités que simplement la manifestation de la rue. Il n'en reste pas moins que ces mouvements militants sont de plus en plus organisés, de plus en plus fanatisés aussi. Leur doctrine se radicalise et certains d'entre eux n'hésitent pas à franchir le pas de la violence. C'est une violence qui existe déjà dans la rue, mais une violence qui aussi envisage la possibilité d'actions beaucoup plus significatives, un peu sur le modèle anarchiste de la fin du XIXe siècle. Et dans ces groupes, il y a un groupe en particulier, il y a eu des historiens qui ont beaucoup travaillé sur ces mouvements, qui est le groupe maoïste, qui regroupe là aussi différentes familles. Il y a les gens de Vive la Révolution, qu'on appelle les Mao-spontex, spontanéistes par exemple. Enfin bon, bref, on trouvera toujours une quantité non négligeable de gens qui se revendiquent à la fois de Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao. Et ces groupes qui passent dans la clandestinité en 1970-1971, en plus, suite à un certain nombre d'événements, ces groupes seront interdits, et bien entendu, ils se recomposent aussi vite. Ils se font connaître par des actions spectaculaires, comme le saccage, par exemple, du magasin Fauchon, qui n'existe plus aujourd'hui, place de la Madeleine, des attaques de commissariat, mais aussi des attaques plus violentes. L'enlèvement, par exemple, d'un ingénieur de chez Renault, avec menace de mort, ce qu'on appellerait les renseignements généraux, pour faire vite, s'intéressent de plus en plus, ils les connaissent, hein, ces gens-là sont assez vite repérés, il n'y a pas de souci. Mais il y a quelques inquiétudes sur cette fébrilité militante qui peut très vite dégénérer. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, ils ont une caution. Ils ont une caution intellectuelle. Alors, ils ont une presse, ils ont des journaux, parce qu'à l'époque, Je sens que Jean-Paul arrive. Jean-Paul arrive, Ah là Jean-Paul là. Sartre, 1971-72, on est quand même encore à 4 ans de mai 68. Il y a une sympathie du monde intellectuel, du monde universitaire. C'est l'époque également de cette université bizarroïde de Vincennes. L'université a été construite pendant l'été. 9 semaines. En 9 semaines. Et les enseignants, les administratifs, les techniciens ont été recrutés pendant cet été. C'est-à-dire que toute l'université a été improvisée en quelques mois et mise en place en quelques mois. Brusquement, le gouvernement a évidemment fourni un petit peu un cadre à cela, mais le phénomène un peu psychologique de Vincennes, ça a été, après la grande secousse de mai 68, la possibilité de mettre sur pied quelque chose qui incarnerait un petit peu un certain nombre de revendications fondamentales, un certain nombre de choses qui essaieraient de répondre au malaise qui avait tout de même, sur le plan universitaire en particulier, provoqué mai 68. Alors, ça a été les conditions de départ. Oui, alors on ne sait pas très bien pourquoi Edgar Faure a créé cette université finalement. Il y a des bruits qui ont couru à ce sujet. Certains pensent qu'il voulait créer un abcès de fixation où se réuniraient les gauchistes, les communistes, enseignants ou étudiants d'ailleurs, et où ils se neutraliseraient. D'autres pensent qu'il voulait en faire la vitrine de sa réforme universitaire, un endroit où les réalisations les plus novatrices pourraient se développer. Et vous ne savez guère ce que vous dédaignez. J'ai vu les plus honnêtes gens, très d'honnêtes accablés. Croyez-le bien, qu'il n'y a pas de plate horreur, de conte absurde, de méchanceté ridicule qu'on le fasse adopter aux oisifs. C'est parti. Bon, vous allez vous lever. Quand tu continues.
que par la respiration, en éliminant tout ce qui se passe à l'extérieur. Ce que je voudrais que vous compreniez de par cet exercice, c'est que l'essentiel, c'est que dans le mental, on peut arriver à n'importe quoi. Alors Content Satisfait Non mais il faudrait qu'on soit en ligne, hein, les enfants. Commencer en ligne. Recommencer en ligne, Ouais, avancer avec le en mec ligne. de la Sotraf, un peu de vent, quoi. Schlock, schlock, schlock. Alors Hein Vous êtes content? Content Hein Satisfait Vous arrêtez la grève! Vous arrêtez n'est-ce la pas? grève, n'est-ce pas? Non! La lutte continue jusqu'à satisfaction de toutes nos revendications! Enfin bref, on a ces grandes expériences, je dirais, à l'intellectuel. Il y a des éditeurs comme Maspero, par exemple, qui publient à qui mieux mieux tous les textes canoniques de la Révolution. En France est né, dans les années 60, un espace tout à fait particulier du gauchisme ou de l'extrême gauche, on dirait aujourd'hui, et qui a pignon sur rue avec ses journaux. Les trotskistes ont Rouge, par exemple, et puis les Mao ont différents journaux, dont un en particulier qui s'appelle La Cause du Peuple, où il y a le portrait du président Mao qui est en première page, et qui a pour vocation de rendre compte, comme cela se fait pour n'importe quel journal politique, l'Humanité le fait, rendre compte des différentes luttes, et dans lesquelles ils sont, en tant que Mao, partie prenante. Et à un moment donné, c'est Jean-Paul Sartre qui va devenir directeur de la rédaction de ce journal, et on ne touche pas à Jean-Paul Sartre. Donc les Mao se sont retrouvés avec un personnage à la fois emblématique et surtout intouchable sur le plan intellectuel et politique. C'est une caution exceptionnelle. Oui. On ne peut pas imaginer autrement. Alors, il y a Sartre, mais il y a aussi, je dirais, d'autres sympathies. Des sympathies, ne serait-ce que parce qu'on retrouve soit sur certaines causes ou certains mouvements, ce qu'on dirait aujourd'hui une convergence, soit tout simplement parce qu'on ne peut pas être contre un mouvement révolutionnaire. C'est le cas de Michel Foucault, qui va dans le Nord d'ailleurs. Michel Foucault s'occupe par exemple de la question des prisons, qui lui tient beaucoup à cœur. Il va monter un groupe très actif de soutien aux prisonniers. C'est une question qui, à l'époque, est très présente, la question de la condition des prisonniers en France. Vous m'avez demandé pourquoi je parle du pouvoir. Bien, si j'ai parlé de l'enfermement des fous, c'est parce que l'enfermement des fous existait et que je souhaitais que l'enfermement des fous n'existe plus. Si j'ai parlé du système carcéral, c'est parce que le système carcéral existait et que je souhaitais qu'il n'existe plus. Maintenant, si vous me demandez pourquoi je parle de ce dont je parle, je vous dirai que je parle de ce dont je parle parce que ça me fait plaisir et qu'il n'y a aucune loi, aucun pouvoir, aucun flic, et pas même mes amis les juges, qui m'empêcheront de dire ce que j'ai envie de dire. Personne n'est forcé de me lire ni de m'entendre. C'est l'époque aussi des tribunaux populaires. C'est l'époque où, quand arrive un accident comme dans les mines, par exemple, 1 an avant Bruay-en-Artois ou 2 ans avant Bruay-en-Artois, on considère que la justice ne fait pas son travail et qu'il faut condamner les ingénieurs ou les patrons des houillères. Alors les houillères sont nationalisés, mais il faut trouver d'autres responsables que simplement la fatalité. Et donc Michel Foucault et d'autres viendront à Lens pour présider des tribunaux populaires où il conviendra de clamer devant le public à la fois l'indignation et l'idée que la justice est à la solde de la bourgeoisie. Donc on voit bien qu'il y a tout un milieu qui finalement gravite autour, ou peut-être l'inverse, c'est tout simplement ces gauchistes qui gravitent autour de ces personnages intellectuels qui commencent déjà à avoir pignon sur rue, sans parler évidemment de Sartre avec sa notoriété tout à fait singulière. On voit que la marmite est prête à accueillir un tel fait divers. Ah oui, là c'est parfait parce que d'abord, Bruay-en-Artois, il y a des militants Mao sur place. Un professeur de philosophie et son épouse qui sont très actifs et en particulier avaient pris comme sujet un vrai sujet de révolte, un vrai sujet d'indignation, qui était la question du traitement des maladies professionnelles dans la mine, à savoir la silicose, par exemple. Donc il distribuait des tracts en disant, voilà, les médecins sont corrompus, la médecine du travail fait le jeu des houillères, etc. Bon. Quand arrive l'affaire de Bruay-en-Artois, on y voit tout de suite le profit que l'on pourrait tirer de ce fait divers pour en faire non plus simplement un fait de société, mais un fait politique.
À savoir, la justice bourgeoise protège un bourgeois. Les prolétaires sont les victimes de prédateurs qui ne peuvent être prédateurs que parce qu'ils appartiennent à une classe sociale, d'où le titre d'ailleurs assez épouvantable de la cause du peuple. Il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça. La bourgeoisie a donc le monopole de l'infanticide. Oui, avec c'est même, incroyable comme, avec même parfois des phrases prises dans la population sur le thème regardez, ils ont mangé un steak de 2 kilos. Le steak à côté d'un article concernant directement la scène du crime. On passe très vite du notaire anthropophage. Certains l'ont fait. Ouais. Donc il y a C'est des ça, amalgames. le bourgeois a le monopole de la monopole du crime. Le monopole du crime et le monopole de la violence envers les enfants. Et d'un crime vicieux. Déjà pour Jack Lang quand même après ce qu'il a fait. Déjà la maîtresse, appelons-la la compagne, future compagne de Pierre Leroy, qui deviendra son épouse d'ailleurs, sa femme, elle-même, et là c'est intéressant, on lui prête des mœurs tout à fait particulières, car si la petite Brigitte a été tuée, c'est pas pour rien, c'est un crime sexuel. Mais dans l'enquête, quelque chose indiquait qu'il y a eu un crime? Non, elle n'a pas été violée, l'autopsie l'a démontré, on l'a retrouvée étranglée avec un coup à la tête. Bon. Elle est morte vraisemblablement étouffée, d'où l'idée justement du rôdeur qui aurait peut-être un baiser mal placé, qui aurait tourné mal une dispute, bon, on n'en saura pas plus. Mais il est évident que dans la presse de l'époque, du moins en particulier cette presse militante, et dans la rumeur, parce qu'il va falloir connecter le discours militant à la rumeur locale. Ah ouais, les fake news à l'époque, ils en avaient rien à foutre, quoi. Le truc sur les théories du complot, c'était pas leur... Ah non, mais c'est très bien fait. C'était très bien fait parce que il y a aussi, dans la logique, ou du moins dans l'idéologie d'extrême gauche, et en particulier chez les Mao, qu'on ne doit pas guider la révolution. On n'est pas comme Lénine à faire un parti bolchevique. Il faut partir du peuple, de sa colère, de ses émotions, de son vocabulaire. Donc, quand une dame pleine d'indignation accuse la dame de la Maison Blanche, en l'occurrence la maison à côté du terrain vague, d'avoir mangé ou fait manger Pierre Leroy un steak de 2 kilos, il est évident que c'est cette parole que l'on va relayer dans la cause du peuple pour expliquer que Pierre Leroy est un anthropophage et que ce couple maudit ont assassiné la petite Brigitte. Et ça va être à longueur, je dirais, à longueur d'éditoriaux. Et on doit toujours partir de l'indignation avec ce que cela peut comporter comme excès, d'autant plus que sur place, évidemment, la population des corons est persuadée que Pierre Leroy est coupable. Donc, du coup, la prose militante va se greffer sur cette conviction avec une facilité en disant le prolétariat ne peut pas mentir. Si le prolétariat est persuadé que les bourgeois ont assassiné une fille des corons, le prolétariat a raison. Il ne peut pas en être autrement. Et c'est ce qui va se passer. Alors, là-dessus, se met en place, à côté de l'énorme machine de la presse classique, RTL, Europe 1, France Soir, l'Aurore, etc., va se mettre en place aussi toute la machinerie, la petite machinerie, elle n'est pas excessive, mais elle est intéressante, de la presse militante, et en particulier de la presse maoïste. Alors, là-dessus, il faut aussi être présent sur place. Là, intervient en particulier celui qui est responsable pour les Mao du Nord, qui s'appelle Marc, c'est son pseudonyme. Plus tard, on comprendra qu'il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Serge July, que l'on retrouvera dans d'autres activités. Et donc son rôle, c'est effectivement de collecter des signatures, de faire des pétitions, d'entretenir la flamme de l'indignation qui pourrait permettre la flamme de la révolution. Car c'est bien de ça dont il s'agit. Et tous les jours, des délégations des gens des corons sont menées par un ou deux Mao. Il y a aussi un ancien mineur qui est présent sur place. Des délégations qui sont menées chez le maire socialiste qui n'en peut mais de Bruay-en-Artois, ou des délégations qui tous les soirs vont attendre le juge d'instruction. Socialiste au sens... Oui, au et sens... c'est Fillot. Alors évidemment, le député communiste ou le maire socialiste sont là pour dire, mais attendez... C'est n'importe quoi, il n'y a pas de guerre des classes chez nous. Enfin, c'est pas du tout ce que l'on cherche, ça n'a aucun sens. Les partis traditionnels, appelons-les comme cela, eux sont pour au contraire une justice apaisée et que le calme revienne plus vite dans leur région. De ce point de vue-là, ils se comportent aussi comme des notables d'une certaine façon. Mais les Mao sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, ils ne sont pas très nombreux, mais très vite, cela alimente fortement la petite cellule parisienne et dans une période qui est compliquée pour ce mouvement. Elle est compliquée parce que, d'abord, ils ont fait l'expérience de la violence, mais aussi contre eux. Au mois de février, lors d'une manifestation devant les usines
je crois que c'était les usines Renault de Billancourt, l'un des leurs a été tué, Pierre Auvernais. Donc gigantesque inhumation, cortège au Père-Lachaise, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Maurice Clavel, enfin tout le monde est là évidemment, même si Yves Montand n'en fait pas partie. Mais donc là tout d'un coup il y a eu l'idée que oui, la révolution ça peut tuer, mais se tuer soi-même aussi. Et là il y a déjà des discussions autour finalement de la pertinence. Après tout nous sommes 4 ans après 68. Peut-être est-il temps aussi de poser le sac et de se dire mais à quoi ça sert tout ça ? On a beaucoup agité, on a cassé des vitrines, on a cassé du flic, on a enlevé des gens, on a tiré des coups de feu, on s'est pris une balle. Et donc il y a en 1972 des interrogations sur l'avenir du mouvement. Et là l'affaire de Bruay va en quelque sorte être, je dirais, le point de non-retour. Il y en aura un autre dont je parlerai dans un instant. Le point de non-retour c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, eh bien, la cause du peuple met en titre, évidemment sur proposition de l'équipe sur place de Bruay, il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça. Et donc nous retrouvons l'idée que seul un crime de classe, que c'est un crime de classe et que seule la bourgeoisie peut tuer une jeune prolétaire, une jeune fille de mineur. Et là, ce titre est, semble-t-il, déjà très outrancier. Et il y a des archives de ce petit groupe que l'on retrouve à l'université de Nanterre qui montrent assez bien que pendant l'été, il y a des divergences. Même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ça y est, on sent un peu loin quand même. Ça va un peu loin. Et l'opinion loin. publique le prend comment ? Alors, il faut être clair. Tout le monde les s'en Mao, fout, en fait. tout le monde s'en fiche. Voilà. C'est vraiment leur affaire. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce que moi je mets un peu en avant est plus que confidentiel. Si on interroge les principaux journalistes qui étaient là à l'époque, se souviennent évidemment des... quelqu'un m'a dit les agités du bocal, mais en réalité ils ont accompagné le mouvement, ils étaient présents tout le temps, tous les jours, ça c'est certain. Dans les cafés, ils faisaient leurs réunions sous les portraits de Fidel Castro et de Lénine, mais évidemment pour l'essentiel de l'opinion ils n'apparaissent pas. Donc c'est une affaire très interne, mais malgré tout cette affaire interne va avoir un débouché, à savoir que ces clivages qui existent déjà, ces tensions au sein du groupe vont progressivement disloquer le groupe sur un thème particulier. Comment traite-t-on du fait divers ? Comment créer, je reprends l'expression d'un Mao de l'époque, créer un François rouge ? Alors, on ne se souvient plus de ce qu'était François, qui était le premier titre en France. Ouais. C'était le François, un journal comme ça n'existe plus, avec plusieurs éditions dans la journée, avec des titres importants et qui... Plusieurs éditions dans la journée ? Plusieurs éditions dans la journée, bien sûr. Journal du matin, journal du midi, journal du soir ? Absolument. François, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Avec un tirage, c'était le premier tirage de France. Bon. Ah ouais. Et l'essentiel de sa vente, c'est le fait divers. Il y a un très beau film, d'ailleurs, avec Lino Ventura, j'oublie le titre à l'instant, où c'est l'histoire justement d'un des crieurs de journaux, quand il y avait encore des crieurs de journaux, où il fallait vendre François dès la première sortie du matin, et qui est tout à fait extraordinaire. Eh bien... François, c'est un journal bourgeois, puisqu'il utilise le fait divers pour susciter l'émotion malsaine du peuple. À nous de retraiter le fait divers. Le fait divers va devenir désormais la substance qui doit alimenter l'indignation et la révolution, mais par une pédagogie particulière, par un traitement médiatique particulier. J'arrive pas à saisir la différence entre ces deux lignes entre les deux groupes. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais il va y avoir très vite une distance entre ceux qui finalement vont lâcher prise, parce qu'ils n'ont plus les moyens finalement de susciter l'indignation, ils n'ont pas les moyens peut-être intellectuels non plus, de susciter l'indignation de façon percutante. La cause du peuple ne tire pas beaucoup d'exemplaires. Mais par contre, si on prend des journalistes professionnels, si on débauche par exemple des journalistes venant d'un hebdomadaire très à gauche à l'époque, qu'on qualifierait de gauchiste, qui est l'Observateur, le futur Nouvel Observateur, on va les débaucher, voire de certains autres journaux où il y a des journalistes, mais certains journaux disparaissent, et donc on peut les reprendre, et faire en sorte de créer un organe de presse qui fera un traitement politique, mais de façon, je dirais, tout à fait structurée et beaucoup plus pertinent que ne le faisait la cause du peuple, en agrégeant des faits divers, et ainsi rendre compte de la parole du peuple. Février 1973, le journal Libération. La cause du peuple va disparaître sur l'affaire de Bruay. C'est le fameux Serge July qu'on avait retrouvé juste avant. La cause du peuple va disparaître à Bruay, avec cette idée qu'il faut quand même traiter le fait. Donc on va créer une petite brochure, un petit journal qui s'appellera Pirate,
qui sera d'ailleurs édité à Bruay-en-Artois, et qui va être diffusé par une agence de presse que l'on va créer pour l'occasion, qui s'appelle l'agence de presse Libération. Il faudra un semestre pour que l'on passe de la cause du peuple, qui est finalement truculent, bouillonnant et franchement insupportable, parce qu'ils disent quand même un peu n'importe quoi, pour arriver à un traitement médiatique et surtout politique du fait divers. Et là, on passe donc à quelque chose de tout à fait différent. Cette notion de fait divers, le mot existe déjà ? Oui, le mot existe. Et alors, il faut le suivre, ce mot, dans la logique Mao, dans la logique révolutionnaire. Fait divers, je vais insister sur le mot divers. Car c'est là que peut-être, c'est un peu ma thèse, c'est que l'extrême gauche, ou les gauchistes si l'on veut, marxistes-léninistes, finalement assez orthodoxes, partisans d'une révolution prolétarienne, c'est-à-dire partisans d'une révolution de la majorité, principe très physique inventé au XVIIIe siècle, que les plus nombreux ont raison. C'est soit la nation, le peuple, romantique, ou, selon Marx, les prolétaires, qui sont destinés à devenir la classe principale. On est encore dans cette logique jusqu'en 1960. Après, ça se disloque. Comme cette société qui est en train de se disloquer. Et l'effet divers, c'est quoi ? Il suffit de lire d'ailleurs les derniers numéros de La Cause du Peuple ou les premiers numéros de Libération. C'est l'addition de causes singulières. Alors d'abord, ce sont des causes très classiques, des grèves. Nouvelle Galerie, le Joint français à Saint-Brieuc. Et puis ensuite, on va retrouver d'autres éléments qui sont très à la mode à l'époque, qui sont très en vogue. Le régionalisme, FLB Bretagne, le mouvement occitan. D'ailleurs, un des Mao passera du côté des militants occitans pour aller jusqu'au Larzac et essayer de tenter une aventure alternative. Donc, la culture régionale. Mais on va aller beaucoup plus loin. La cause des femmes. Le MLF n'a pas attendu les Mao. Mais très vite, la question de la femme va devenir essentielle. Autre question qui existe à l'époque, mais qui resterait confidentielle, dont Libération va se faire écho, la question des homosexuels. Et donc, progressivement, on le voit dans les années 70, comment cette extrême gauche, finalement, abandonne l'idée majoritaire au profit de l'addition de causes minoritaires. Et l'affaire de Bruay-en-Artois, c'est un peu le champ du signe de la cause majoritaire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas rencontré les prolétaires. Les prolétaires les ont rejetés d'une certaine façon. Ils étaient bien contents de les avoir à côté d'eux, mais il n'y a pas eu de révolution à Bruay-en-Artois. La mine ne s'est pas révoltée. Le drapeau rouge n'a pas flotté sur le tribunal de Béthune. Et donc, on voit bien comment, à partir de ce moment-là... Alors, il y a un autre événement. Je l'avais laissé en suspens tout à l'heure, un autre événement qui va précipiter la fin du groupe Mao proprement dit, qu'on appelle la gauche prolétarienne, je ne l'ai pas dit, enfin c'est un des mouvements principaux de l'époque, c'est l'affaire de l'attentat de Munich, les Jeux Olympiques de Munich au mois de septembre, et ces athlètes israéliens qui vont être abattus par un commando palestinien. Les Jeux de Munich sont les premiers organisés en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. La RFA veut effacer le souvenir de ceux de Berlin en 1936 grâce à une ambiance imprégnée de pacifisme et de solidarité internationale. Mais c'est ce drame sans précédent qui marquera à jamais l'événement sportif. Le 6 septembre, cette cérémonie dans le stade olympique signe la fin de la prise d'otages sanglante commencée la veille. À 4h30 du matin, 8 terroristes de Septembre Noir sont entrés dans le village olympique avec des armes dans leurs sacs. Ils prennent en otage 9 athlètes de la délégation israélienne. 2 sont tués en tentant d'empêcher l'assaut. Les terroristes palestiniens réclament la libération de 234 Palestiniens emprisonnés en Israël et leur transfert en Égypte, ainsi que la libération par la RFA d'Ulrike Meinhof et Andreas Bader, les chefs de la fraction armée rouge. Les autorités ouest-allemandes doivent gérer la prise d'otages. Israël refuse toute négociation. Sans expérience ni force spéciale pour faire face à ce genre de crise, la police encercle le bâtiment. La situation est surréaliste. Pendant ce temps, les jeux continuent. Ils ne seront suspendus que 12 heures après l'assaut. En début de soirée, les autorités acceptent de convoyer les terroristes et les otages par hélicoptère sur la base militaire de Fürstenfeldbruck. Elles s'aperçoivent alors qu'il y a 8 terroristes et non 4. Arrivés sur la base, les preneurs d'otages comprennent qu'il s'agit d'un piège quand ils constatent que le Boeing censé les emmener en Égypte est vide. Lorsque les 5 tireurs d'élite allemands ouvrent le feu à 23h, c'est la catastrophe. 3 des preneurs d'otages sont abattus. 1 heure plus tard, les autres décident de tuer tous les athlètes. À la fin de l'assaut, un policier et 5 terroristes sont tués. Les 3 autres arrêtés. Le drame de Munich aura pour conséquence une réplique ciblée du Mossad contre l'OLP jusqu'à l'élimination de tous les responsables du massacre en 1991. L'Allemagne se dotera d'une force antiterroriste. Quant aux Jeux de Munich, ils reprendront comme si de rien n'était le 7 septembre.
il se trouve qu'une grande partie de l'état-major, une partie de l'état-major de la gauche prolétarienne est juive. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais j'ai rien dit, j'ai pas donné de nom. Benny Lévy est le responsable officiel clandestin, mais bon, de la gauche prolétarienne. Et là, sur cette question de savoir doit-on soutenir les Palestiniens, peut-on les soutenir jusqu'à l'assassinat d'athlètes israéliens, je dirais que c'est le dernier moment où là, je dirais, le ciment va céder. Et la gauche prolétarienne disparaît pratiquement à l'automne, automne-hiver 72-73. Mais elle se recompose autour du journal Libération. On a fait disparaître Mao. Mao n'est plus là. Le drapeau rouge, c'est fini. La révolution prolétarienne, c'est terminé. La classe ouvrière n'a pas suivi à l'été 72. Il n'y a aucune raison que l'on se mette derrière une classe ouvrière qui, de toute façon, est condamnée ne serait-ce que par l'évolution des choses. Absolument. Et donc, on va agréger toutes ces causes multiples qui ont émergé dans les années 60 et qui vont devenir le fonds de commerce désormais d'une famille beaucoup plus générale, beaucoup plus généraliste aussi, de la gauche non communiste au sens classique du terme, et que l'on va retrouver d'ailleurs à un moment donné, ils auront 10 ans de plus, 15 ans chez François Mitterrand, dans son électorat. Il suffit de regarder comment se déroule la campagne de François Mitterrand à l'égard de la gauche, en particulier. Y a-t-il eu une campagne de gauche après Mitterrand qui ait changé de stratégie ? Hollande lui-même, toute sa campagne a consisté à aller voir une par une les communautés, y compris celles qui ne pouvaient pas cohabiter entre elles. C'est ce qu'a fait François Mitterrand. C'est ce qu'a fait François Mitterrand à partir du moment où il excluait du jeu le Parti communiste. Le programme commun est mort. Or, si on exclut le Parti communiste, il faut retrouver de nouvelles pompes aspirantes, en quelque sorte, d'un électorat de gauche. Et c'est là que la génération 68 est toute prête. Mais avec d'autres thèmes. C'est les motards, c'est le régionalisme, c'est la cause homosexuelle, c'est la cause féministe, c'est les radios libres. Aujourd'hui, nous sommes ici pratiquement dans l'héritage des radios libres. Radio Cité Lens, 93 MHz. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai 1982. Il est pile midi pour cet après-midi à Lens, à Arras ou encore à Arnes et Bois-Bernard. Vous êtes sur Radio Cité 93 FM. C'est Jean-Marc Lelon dans vos petites oreilles. Sur Lens et ses alentours, ces voix ont bercé la jeunesse de milliers de personnes. Des animateurs que nous avons retrouvés 40 ans après. On avait choisi, parce qu'à l'époque on pouvait choisir, c'était le balbutiement de la radio, on avait choisi le 93 MHz, parce que quand on passait sur un transistor de cette époque-là, on écoutait les radios en grandes ondes, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait Europe 1 notamment et RTL ici dans la région. Quand on était en grandes ondes Europe 1 et qu'on basculait de grandes ondes à FM, et on tombait sur Radio Cité. Des animateurs un brin nostalgiques, car Radio Cité n'existe plus. Tu te souviens, à l'époque, on avait les platines vinyles avec les disques. À chaque fois, il fallait faire les retours. Là, maintenant, on est directement sur le numérique avec des écrans. La fréquence est devenue Chérie FM, fini l'esprit des radios associatives. La réalité économique a imposé ce changement de statut. Il est donc loin le bon vieux temps du système D. Ça a commencé en 81. C'était d'abord une radio pirate avec une antenne qui était dissimulée dans une cheminée, et le soir on émettait en sortant cette antenne par la cheminée, en passant la main dans la cheminée à l'emplacement du feu à bois à l'époque, qui évidemment avait été retiré pour le coup. Donc on surveillait parce qu'on avait peur de la police. Les années 80 ont donc été marquées par cette libération de la bande FM. À l'époque, dans notre région, plusieurs dizaines de radios pirates se créent. Quelques-unes survivront, certaines seront malmenées. Toutes les radios qui sont ici présentes ont décidé de continuer malgré l'interdiction. De ce fait, nous sommes tous pratiquement des radios pirates. Oui, c'est tout ça qui va aussi... Alors, ce ne sont pas eux qui vont faire gagner Mitterrand, mais dans la logique d'une élection présidentielle que Mitterrand a menée exactement comme il a mené une campagne électorale type 4ème République, il est allé voir chacun des segments de son électorat. Après, on connaît les affaires Giscard, Chirac, etc. Bien sûr, il y a tout cela. Bien sûr, il y a une poussée de la gauche. Bien sûr, il y a le ralliement communiste in extremis en grinçant des dents, très fortement. Oui. Faut le rappeler quand même 4 ministres oui, mais qui sont là pour être humiliés H24. Donc, il faut voir la tête. Il y a des reportages là-dessus sur comment une cellule communiste qui voit l'apparition de François Mitterrand au deuxième tour. C'est bizarre, il n'y a pas d'applaudissements.
Ah ouais? Ah non. Les images Sur les images, on doit retrouver cela, je pense. C'est un reportage qu'on devait retrouver sur Internet dans une cellule communiste je crois, de Lorraine. Donc la Lorraine, en 81, ça se passe mal. Ça va pas bien, c'est la Syrie qui est en train de disparaître. C'est la métallurgie qui est en train de disparaître. Ouais. Et Mitterrand élu, ils n'applaudissent pas. Wow! Donc voilà. Donc en fait, ta thèse, c'est que Bruay-en-Artois, si je comprends bien, constitue un fait divers qui divise l'opinion française, à l'intérieur duquel un groupe de gens plutôt maoïstes, qu'on qualifierait de gauchistes, voit l'opportunité dans cette affaire-là d'en faire un segment de révolution par le biais d'une présence sur le terrain très forte et surtout d'une campagne médiatique qui repose sur l'agitation du fait divers. Oui. Et en face du réel, c'est-à-dire que en dépit que tout cela n'a pas donné lieu à un mouvement révolutionnaire, décide de garder en fait cette stratégie dont Bruay-en-Artois a été la matrice pour l'appliquer à une multitude de causes et de communautés. Exactement. Et créer une nouvelle façon de faire du journalisme politique. Tout à fait. C'est-à-dire si je prends l'homo qui s'est fait casser la gueule, la nana qui s'est fait virer pour l'église, le mec qui est là, le motard qui s'est pris un camion, je représente finalement les communautés derrière chacune de ces personnes par l'utilisation du fait divers individuel. Et je crée ce rassemblement-là, en fait. Absolument. Et pour toi, c'est Bruay-en-Artois qui est vraiment le... Au moins, c'est un révélateur. C'est un révélateur. C'est un révélateur. Ce n'est peut-être pas aussi structurant qu'on pourrait l'imaginer, mais il est certain que l'affaire de Bruay, de ce point de vue-là, quand on regarde un peu la destinée de tous les acteurs, cette affaire est tragiquement révélatrice de cette double métamorphose, à la fois de la société et du comportement politique de cette extrême gauche. Alors j'avais quelques petites questions. Je suis très content d'avoir entendu parler de cette histoire qui, je pense, on ne connaissait pas et qui intéressera beaucoup de gens. Quel a été justement le positionnement de Sartre par rapport à ça, quand vraiment ça a commencé à faire scission sous scission? Est-ce qu'à un moment il en a eu plein le cul? Oui, faut dire les choses rapidement. Oui. C'est ça, ok. Voilà, fin mai, quand les choses vraiment deviennent insupportables à la cause du peuple, il se fonde un article. Voilà, il se fonde un article en disant, alors je me souviens plus. Donc il n'a pas validé cette une. Non, il dit Pierre Leroy doit être connu coupable, non pas parce qu'il est Pierre Leroy, mais il est coupable parce qu'il appartient à une classe sociale. Oui. Bon, c'est les belles dialectiques à la Jean-Paul Sartre, classique. En réalité, on a bien compris qu'il finalement il se retirait et disant que désormais il ne participerait plus ce genre aux activités. Voilà. On dit que, alors j'en n'ai pas eu la preuve, mais plusieurs personnes m'en avaient donné l'information. Simone de Beauvoir avait même imaginé écrire un roman qui s'appelait La Haie. Alors La Haie, pourquoi La Haie? Parce que c'est une haie qui sépare le terrain vague de la Maison Blanche où avait passé la soirée Pierre Leroy. Voilà. Mais voilà, je dirais, c'est aussi le champ du signe peut-être de nos notables intellectuels de l'époque. Plusieurs intellectuels d'ailleurs à un moment donné changent radicalement de position. Quelqu'un comme Maurice Clavel, par exemple, très intéressant le parcours de Clavel de ce point de vue-là, là aussi. On le connaît par sa fameuse réflexion en 72 d'ailleurs à la télévision, messieurs les censeurs, bonsoir. Pour la liberté, messieurs les censeurs, bonsoir. Maurice Clavel, à un moment donné, prend ses distances avec cette extrême gauche. Et puis les figures tutélaires se démonétisent aussi. Quelqu'un comme Althusser, comme nous le savons, qui était un personnage important. Le quartier général des maoïstes ou de la gauche prolétarienne, c'était École normale supérieure, la rue d'Ulm, avec Althusser qui était le philosophe en chef, en quelque sorte. Mais comme vous le savez peut-être, Althusser aura des sérieux problèmes psychiatriques, puisque même il arrivera jusqu'à tuer sa femme, ce qui n'est pas, franchement parlé, une preuve de grande santé mentale. Non. Et pour toi, juste même si on va déborder un petit peu du sujet, juste un tout petit peu sur la fin, on discutait avant et tu me disais que pour toi, cette élection de François Mitterrand avait marqué l'éclatement de la politique de bloc classique gauche-droite. Et j'étais assez curieux parce que moi, je plaçais plutôt un éclatement effectivement provoqué par François Mitterrand de la gauche, le fameux éclatement du social remplacé par le sociétal, dont là on a vu un petit peu les prémices et la genèse, mais j'avais placé l'éclatement de la droite bien plus tard, moi. Je l'avais placé plutôt à la trahison chiracienne par rapport à Maastricht, quoi. Je l'avais placé plutôt sur la trahison de la campagne de 95, plutôt que... En quoi l'élection de François Mitterrand
fait éclater, alors le bloc de gauche, ça, on en a déjà parlé longuement en vidéo, mais en quoi il fait éclater le bloc de droite aussi? Alors là, il faut plutôt placer l'élection de 1981, non pas dans la perspective de la victoire de Mitterrand, mais de la défaite de Giscard. Je pense, mais là, si c'est une hypothèse, pour avoir un peu travaillé sur la question, que en réalité, la droite se divise sur la candidature de Giscard, qui provoque une exaspération assez forte, à la fois par ses choix politiques, ses différents choix ministériels, la rupture Chirac-Giscard lors du premier gouvernement Chirac a laissé des traces. Le gouvernement Barre est quand même à chaque fois doit lutter pour obtenir une majorité. Ce n'est pas simple. Et il est clair que désormais, les Chiraciens sont dans une politique fortement contre Giscard, et donc se retrouver véritablement dans une logique de division de la droite. Ce qui va permettre d'ailleurs à un moment donné la cohabitation avec Chirac et pas avec quelqu'un comme Raymond Barre. D'ailleurs, prenons l'élection de 88, sautons d'un cran. Là encore, je rappelle qu'en 81, les sondages donnaient Giscard gagnant, jusqu'au mois de février. Si l'on prend l'élection de 88, c'est intéressant de regarder les sondages. Bon, les sondages, on dit toujours oui, mais enfin bon, c'est quand même un outil intéressant. Qui devait gagner? C'était pas Mitterrand. Mitterrand, normalement, n'aurait jamais dû être reconduit. C'était Raymond Barre. Et Raymond Barre n'est pas passé au deuxième tour. On retrouve le problème numéro 1, à savoir que les gaullistes n'ont pas démordu de l'idée qu'ils avaient perdu le pouvoir en 1974. Le vrai problème, il est là. C'est que pour eux, Giscard est un imposteur. Que cette droite... Oui, mais ils ont raison, de fait. Ils ont raison, de fait. Et que cette droite très particulière, l'époque giscardienne, d'ailleurs, à bien des égards, est très intéressante à étudier, justement, dans une optique très politique et même idéologique, parce qu'il y a aussi des manifestations tout à fait singulières de cette droite qui se convertit aussi à une nouvelle société qui est en train de naître. Quand Mendras parlait de seconde révolution française, on en a aussi les effets par les choix politiques qui sont faits après 1974. Et la loi Veil n'est pas simplement en ligne de compte. Il y en a bien d'autres éléments dont on n'a même pas idée, sans parler des évolutions techniques. Chose toute bête, mais c'est à Giscard qu'on doit le téléphone. On l'a oublié. Mais il faut savoir que le téléphone, il fallait attendre des mois et des mois et des mois, quand ce n'est pas des années, pour l'avoir. Et tout d'un coup, il y a eu une sorte d'émiettement de la société française. Aujourd'hui, nous avons tous Internet. Et bien tout d'un coup, les Français ont eu tous le téléphone. Ça a l'air de rien. Oui, bien sûr. Mais ça a aussi contribué à une Ça pourrait être métamorphose intéressant quand un jour on se fasse une émission sur Giscard, parce qu'on avait essayé d'en parler dans le cadre d'une émission qu'on avait fait avec Pierre-Yves Rougeron de Giscard. Bon, au bout de 40 minutes d'injures, je pense que c'était pas la peine de continuer. On sentait qu'il n'y avait pas d'objectivité d'historien. Sur Giscard, c'était impossible à l'obtenir. Autant sur Mitterrand, il a pu, autant sur Giscard, il a pas pu. Ça se voyait, nazi. Enfin bon, voilà. C'était. Voilà, ça pourrait être intéressant de le. Je pense qu'en réalité, la division de la droite, elle est déjà en jachère en 1974, et les pousses vont arriver progressivement. Mais je comprends ce que tu voulais dire. Alors, après, ça ne veut pas dire qu'il y a recomposition. Le ciment reprend, mais il reprend plus tard. Il reprend plus tard. Il reprend plus tard, c'est 80. Alors là, 92, par exemple. Mais avec une trahison, du coup. Mais bien sûr. Oui. Mais là, c'est très clair. Le gaullisme a disparu. C'est le gaullisme qui disparaît. Les années 90, c'est la disparition du gaullisme. C'est la disparition du gaullisme, bien sûr. Merci d'être venu nous expliquer cette histoire. Merci à vous. Qui était très passionnante. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur d'autres sujets. Parce que je sais que tu as beaucoup de sujets qui te tiennent à cœur, et le micro tourne souvent. Et ce sera un grand plaisir de t'avoir à nouveau. Merci à toi d'être venu. Merci à M. Gilou d'être resté. Merci à la régie. Merci aux spectateurs. Et comme on dit ici, merci Cognac Jet. À vous les studios. Et à bientôt.